C'est la nuit d'Halloween quelque part dans l'Ohio, et vous savez déjà ce qui va se passer. Dans cette ville, les zombies, les vampires et les loups-garous sont tous réels. Et il y a un petit bonhomme en pyjama orange qui est secrètement le plus dangereux de tous. Ces histoires vous laisseront sous le choc avec certains des twists les plus fous que vous ayez jamais vus. Alors je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre chaque monstre d'Halloween dans Trick or Treat. Cette fête d'Halloween est sur le point de se transformer en cauchemar. En rentrant chez elle, Emma, un joli robot frustré, se plaint à son mari de ne pas ressentir l'esprit des fêtes, et elle décide d'éteindre leur lanterne d'Halloween quelques heures plus tôt que prévu. Mais c'est là qu'elle commet sa plus grosse erreur. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'ils sont déjà observés par un enfant déguisé qui se trouve de l'autre côté de la rue et qui se faufile sur le côté de la maison sans attirer leur attention. Juste au moment où ils s'apprêtent à rentrer, Emma déclare qu'elle déteste tellement Halloween qu'elle va tout de suite enlever toutes les décorations, envoyant son mari à l'étage pendant qu'elle commence à ranger. Elle prend une boîte et fait le tour du jardin pour enlever les décorations les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elle remarque un jeune homme effrayant qui l'observe depuis l'autre côté de la rue. En regardant de plus près, elle se rend compte qu'il a une tache de sang sur son masque et qu'il ne porte pas de sac plein de bonbons comme tous les autres. Alors qu'elle commence à s'inquiéter, une voiture s'arrête, ce qui révèle que le garçon attendait simplement ses potes. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'elle est hors de danger. La femme reprend ce qu'elle était en train de faire quand soudain quelque chose jaillit de la boîte et la tire au sol sous un des draps en poussant un cri strident. La femme se débat pour sauver sa vie et trébuche en arrière alors qu'ils franchissent la barrière et se retrouve directement sur le passage d'un groupe d'enfants venus faire la tournée des maisons. Mais il est déjà trop tard et l'agresseur lui tranche la gorge avec une sucette cassée, puis la traîne dans le jardin tandis que les gamins s'enfuient en hurlant. Quelques heures plus tard, le mari d'Emma se réveille enfin, sans avoir la moindre idée de ce qui s'est passé. Il cherche sa femme dans le jardin, soulève un drap et découvre la tête de cette dernière plantée sur un des épouvantails, la sucette encore dans sa bouche. Ça fait donc une première victime et il en reste 9. Ok, on dirait qu'Emma vient de découvrir pourquoi il ne faut jamais manquer de respect à l'esprit d'Halloween. Même son idiot de mari a essayé de la prévenir que de souffler la bougie de la lanterne citrouille serait une erreur fatale. Mais pour comprendre pourquoi, il faut remonter à l'origine de cette tradition. Vous ne le savez peut-être pas, mais Halloween a en fait vu le jour en Europe il y a plus de 2000 ans, sous la forme d'une fête celtique appelée Samhain. Chaque année, les Celtes organisaient une grande fête pour célébrer la fin des récoltes, mais ils croyaient également que les esprits des morts pouvaient revenir dans notre monde et semer le chaos et la pagaille jusqu'à la fin de la nuit. Ces traditions ont fini par arriver en Amérique, où elles sont appelées Halloween aujourd'hui. Mais au lieu de porter des peaux d'animaux et d'allumer des feux de joie pour éloigner les mauvais esprits, les gens se déguisent simplement et prennent des décisions regrettables pendant des fêtes. Pas moi cependant, parce que je sais me tenir à 100%. Vérifiez mon CV. On ne commet pas tous des erreurs pendant des fêtes, mais bref. Autrefois, les gens sculptaient des visages effrayants dans des navets et des pommes de terre et les plaçaient devant les fenêtres et les portes pour effrayer les mauvais esprits ou les créatures dangereuses qui pourraient passer par là. En Amérique, ils sont vite passés aux citrouilles, parce qu'elles étaient beaucoup plus faciles à sculpter, et c'est ainsi qu'est née la Jack-o'-lantern moderne, les lanternes citrouilles. De nos jours, nous sculptons principalement des citrouilles pour le plaisir, mais il semble qu'Emma aurait dû prendre l'avertissement de son mari un tout petit peu plus au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Cela dit, la solution la plus simple ici était de ne pas toucher aux citrouilles jusqu'à la fin d'Halloween. En les éteignant, elle a invité les mauvais esprits à entrer et c'est ce qui a attiré l'attention de celui ou celle qui la surveillait depuis l'autre côté de la rue. Mais nous avons encore une chance de nous en sortir si nous mettons en pratique notre formation. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que nous sommes dans l'Ohio, le soir d'Halloween, et que nous devons donc être prêts à tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas sortir seul après la tombée de la nuit, parce qu'on ne sait jamais quel genre de fantôme ou de gobelin pourrait rôder dans les rues, et qu'on aura besoin de quelqu'un à utiliser comme bouclier de viande si les choses tournent mal. Emma aurait dû demander à son mari de rester dehors pour l'aider, ou simplement attendre le lendemain matin pour tout nettoyer. Il faut toujours rester attentif à ce qui se passe autour de soi, parce qu'on ne peut pas se permettre de baisser la garde même pour une seconde. Quand elle s'est laissée distraire par le gars de l'autre côté de la rue, elle a donné à la véritable menace une occasion rêvée de se glisser dans son jardin où elle pouvait se rapprocher pour la tuer. Bien sûr, il faut toujours avoir au moins un foutu dispositif sur soi en cas d'urgence, surtout lors d'une nuit effrayante comme celle-ci. Il est essentiel d'avoir toujours un outil d'autodéfense à portée de main, d'accord? Est-ce que j'exagère? Je ne pense pas. Même s'il s'agit simplement d'un balai ou d'un outil de jardinage, vous serez content de l'avoir si un petit monstre surgit d'une boîte et essaie de vous tuer avec une sucette.
Une fois le combat engagé, vous pourrez enfin utiliser les techniques de Jiu-Jitsu que vous aurez pratiquées pour le repousser et vous mettre dans une meilleure position. Vous pourriez même utiliser le drap à votre avantage et essayer de l'envelopper dedans pour l'empêcher de riposter. Plus tôt dans la soirée, tous les habitants de la ville se sont rassemblés pour assister à un grand défilé costumé dans la rue principale. Mais les vrais monstres se cachent déjà à la vue de tous. Dans un magasin de costumes, 4 filles essaient leur tenue se préparant à une fête prévue plus tard dans la soirée, où elles ont bien l'intention de trouver de la chair fraîche. Elle semble habituée aux frasques d'Halloween, à l'exception de Laurie, dont le costume de petit chaperon rouge laisse un peu plus de place à l'imagination que celui de ses amis. À la caisse, sa sœur Danielle prend un des elfes Kibbleur et l'invite à l'accompagner à la fête après son travail. Quant aux filles, nous reviendrons sur leur histoire un peu plus tard, mais pour l'instant, il y a un autre petit crétin quelque part en ville qui a besoin de notre attention. Dans le quartier, ce petit voyou potelé Charlie marche dans la rue en détruisant toutes les citrouilles lanternes qu'il voit. C'est alors qu'il repère le saint graal de toutes les trouvailles d'Halloween, un seau fraîchement rempli de bonbons sans personne autour. Mais il ne se doute pas qu'il marche droit dans un piège. Alors qu'il prend des poignées de bonbons dans le récipient, quelqu'un arrive et le surprend en flagrant délit. C'est le directeur de l'école, Monsieur Wilkins, qui dit au sale gosse de s'asseoir sous le porche parce qu'il va lui enseigner une leçon très importante. Pendant ce temps, Danielle essaie toujours de trouver un date à sa sœur en lui disant qu'elle doit avoir plus confiance en elle. Pour lui montrer comment faire, leurs amies Maria et Janet draguent 2 caméramans, ce qui laisse uniquement le petit chaperon rouge en quête d'un homme. Une fois assis, le directeur dit à Charlie de prendre des friandises et il sort un couteau de son sac pour finir de sculpter une citrouille. Pendant que Charlie mange, l'homme en profite pour lui faire la leçon sur toutes ses mauvaises actions. Il lui explique que les traditions d'Halloween étaient à l'origine destinées à nous protéger des esprits qui traversent notre monde, mais qu'après toutes ces années, il semble que plus personne ne lui accorde de crédit. Après avoir mangé quelques bouchées de la barre chocolatée, Charlie commence à tousser et semble avoir besoin d'aide, mais Wilkins ne s'en inquiète pas. C'est alors que le directeur lui rappelle une des traditions les plus importantes d'Halloween, toujours vérifier ses friandises. Et tout à coup, il commence à vomir du chocolat et du sang sur les marches avant de s'effondrer sur les genoux de l'homme. Et ça fait 2 victimes, et il en reste 8. Ok, je me souviens pas de cette fin dans Charlie et la chocolaterie, mais je suppose que ce crétin a eu ce qu'il méritait. En réalité, ces erreurs ont commencé avant même qu'il ne mette les pieds dans le jardin de Wilkins. Nous avons déjà expliqué pourquoi il est mal de détruire les citrouilles, mais vous avez sans doute remarqué autre chose. Il ne porte pas de costume, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'était un mauvais choix. En fait, tout comme les citrouilles lanternes, les costumes d'Halloween remontent aux traditions les plus anciennes de cette fête. Avant même que les gens ne se déguisent en mignons et en Guy Fieri, ils fabriquaient des costumes à partir de peaux d'animaux afin de semer la confusion chez les esprits et les créatures surnaturelles, ce qui permettait aux humains de se fondre dans la masse et de survivre à la nuit. De nos jours, nous continuons à nous déguiser pour nous amuser et célébrer cette fête. Mais si Charlie avait fait un peu plus d'efforts pour son costume, il serait peut-être encore en vie. Je dis ça comme ça. En plus de le protéger des monstres, un bon costume aurait également permis de cacher son identité, lui permettant de voler autant de bonbons qu'il le souhaitait, puis de s'échapper avant que les choses ne tournent mal. Le plus gros signal d'alarme était peut-être le fait qu'il ait trouvé un récipient contenant encore des bonbons. Je sais pas pour vous, mais quand j'étais petite, ces trucs ne duraient pas plus de 5 minutes avant d'être réduits en miettes plus vite qu'un personnage secondaire de The Walking Dead. Quand Wilkins est arrivé, l'air calme et serein, Charlie aurait dû comprendre qu'il fallait prendre ses jambes à son cou. On aurait pu croire qu'il s'en était tiré à bon compte ici, mais quand quelqu'un vous surprend en train de faire quelque chose de mal et fait comme si de rien n'était, c'est toujours parce qu'il a prévu quelque chose de bien pire. Maintenant, la nuit d'Halloween est la seule nuit où on vous encourage à accepter des bonbons de la part d'inconnus. Mais ça ne signifie pas que vous pouvez baisser votre garde. Comme l'a dit le directeur, vous devez toujours examiner vos friandises, parce que vous ne savez jamais ce que quelqu'un pourrait y avoir mis. Wilkins a empoisonné les bonbons avec du cyanure, ce qui empêche vos cellules d'utiliser l'oxygène, vous asphyxiant ainsi au niveau cellulaire. Quelques minutes après avoir été ingéré, tous vos systèmes vitaux s'arrêtent. Même avec un traitement médical, il n'y a pas grand-chose à faire, ce qui signifie que Charlie était condamné dès qu'il a pris sa première bouchée. Mais il existe des moyens de vérifier avant que ça n'arrive, si vous savez ce qu'il faut chercher. Vous devez vérifier l'emballage pour détecter tout signe d'altération, par exemple s'il a été déchiré, perforé ou ouvert et remballé. Le cyanure a une odeur légère d'amande amère. Quelle que soit la friandise, si vous remarquez cette odeur et que vous ne mangez pas une barre chocolatée aux amandes, réfléchissez-y à 2 fois. Charlie était dans le noir, et le directeur a utilisé une aiguille pour ne faire qu'une petite perforation dans l'emballage. Donc, pour être honnête, ça aurait été extrêmement difficile à détecter.
Il semble que la meilleure façon de survivre ici aurait été d'éviter toute confrontation, de porter un costume pour cacher son apparence, puis, quand Wilkins s'est approché et vous a dit de vous asseoir, de prendre la fuite. Il serait probablement mort plus tard après avoir mangé le chocolat. Mais même s'il n'était pas mort, le fait d'avoir cassé les citrouilles lui aurait valu la visite de quelqu'un de bien pire. Wilkins traîne le corps à l'intérieur et parvient à peine à franchir la porte d'entrée quand un autre groupe d'enfants déguisés pour Halloween se présente sur son porche. Il leur ouvre la porte, encore couvert de sang. Mais les enfants pensent que ça fait partie de son déguisement et ne soupçonnent pas ce que le directeur est réellement en train de faire. Pendant qu'il leur donne des bonbons, Macy lui demande s'ils peuvent prendre sa lanterne citrouille pour une chasse au trésor. Et il lui répond que c'est d'accord à condition qu'ils promettent de ne pas la casser. Alors qu'il s'apprête à partir, il aperçoit un dernier enfant qui attend son tour. Un adorable petit épouvantail nommé Sam. Et il tend son seau pour lui donner une friandise, sans se rendre compte que c'est en fait la meilleure décision de sa vie. En se rendant à la cuisine, le directeur passe devant la table où il a injecté un poison mortel dans les sucreries. Puis, il prend une scie à métaux dans le placard avant de traîner le corps dans le jardin. Il soulève la bâche et découvre une tombe profonde dans laquelle repose déjà un autre corps. Mais quand il s'apprête à y jeter le nouveau, son fils Billy se met à crier depuis le premier étage. Le gamin est tout simplement excité de montrer les bonbons qu'il a rapportés après avoir fait le tour des maisons. Mais son père lui dit de se taire, lui assurant qu'il va bientôt le rejoindre. Il se remet ensuite à enterrer le corps, mais cette fois, le chien du voisin sort et se met à aboyer à travers la clôture. Et c'est là que le directeur a une idée. Il coupe un doigt et le jette par-dessus la clôture pour occuper le chien. Mais le propriétaire, M. Krieg, sort pour voir ce qui se passe. Pensant qu'il s'agit de farceurs, le vieil homme s'approche de la clôture, prêt à botter quelques fesses. Mais il se rend vite compte qu'il s'agit simplement de Steve qui travaille tard dans la nuit sur sa fosse septique. Pendant qu'ils discutent, l'autre cadavre commence à revenir à la vie et se débat pour se libérer. Mais le directeur le maintient au sol à coups de pied. Juste au moment où il se débarrasse enfin du voisin, Billy revient à la fenêtre en criant qu'il a besoin d'aide pour sculpter sa citrouille. Et son père accepte de venir à condition qu'il promette de rester silencieux. Une fois qu'il est parti, il peut enfin éliminer définitivement celui qui se trouve dans le sac. Ça fait donc 3 victimes, et il en reste 7. Mais la nuit du directeur est loin d'être terminée. Après avoir fini son travail dans le jardin, l'homme rentre à l'intérieur, apparemment agacé que son fils n'ait cessé de le déranger. Avant d'entrer, il remarque le voisin qui appelle à l'aide à travers la fenêtre, mais il l'ignore. Et il est tout à coup attaqué par Sam, le gamin de tout à l'heure. Dans la cuisine, son fils lui fait peur en surgissant de derrière la table avec un masque de zombie. Il lui prend la main et lui dit qu'il est temps de sculpter la citrouille. Alors papa le conduit au sous-sol, un couteau caché dans son dos. Quand Billy court vers la table, l'homme s'approche lentement par derrière, lève le couteau et l'abaisse d'un puissant coup. Il retire la lame couverte de sang, mais il s'avère que Billy va très bien. C'était juste parce que la citrouille qu'il sculptait était en fait la tête coupée de Charlie. Ailleurs dans la rue, Macy et ses amis continuent de récupérer autant de citrouilles lanternes qu'ils peuvent en trouver. Ils rencontrent leur ami Shredder, mais il leur faut encore quelques citrouilles pour mener à bien leur projet. Ils arrivent alors devant la maison où vit Rhonda, une fille calme et intelligente, et Shredder l'invite à se joindre à eux. Mais Macy semble avoir d'autres plans en tête. Pendant la parade, 2 fêtards s'embrassent au fond d'une ruelle sombre. La femme semble passer un bon moment, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle est couverte de son propre sang qui provient d'une morsure dans son cou. C'est alors que l'homme sourit, dévoilant ses crocs de vampire ensanglantés, au point que la femme s'enfuit terrifiée et en hurlant frénétiquement à l'aide. Étonnamment, elle parvient à se mettre en sécurité, ou du moins c'est ce qu'elle croit. Mais le robot énervé à qui elle demande de l'aider pense que ce n'est qu'une autre fêtarde ivre. Alors le vampire se rapproche rapidement et la tue devant tout le monde alors qu'ils sont tous trop distraits pour même s'en apercevoir. Ça fait donc 4 victimes, et il en reste 6. Ok, bordel, cette ville a de sacrés problèmes. D'abord un directeur tueur, ensuite un vampire flippant, et on n'a même pas encore parlé du petit bonhomme qui tue des gens avec une sucette. Il faut croire que ce qu'on dit sur l'Ohio est vrai finalement. Maintenant, si vous voulez survivre dans un endroit comme celui-ci, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'éviter de vous promener dans les ruelles sombres avec des inconnus que vous venez de rencontrer. Il est évident que la fête est un environnement plus sûr, puisque vous disposerez de plein de boucliers de viande à proximité en cas de problème. Mais il existe une explication plausible à cette décision stupide, l'hypnose vampirique. Vous me suivez ? Tout le monde sait que les vampires peuvent utiliser leur ruse démoniaque pour laver complètement le cerveau de leurs victimes, ce qui les plonge dans un état de transe où elles ne contrôlent plus leurs propres actions. La seule façon de résister est d'être un vrai Sigma et de les dominer mentalement. Mais dans notre cas, la victime avait probablement bu toute la nuit, ce qui la rendait encore plus vulnérable.
Au moment où il l'a emmenée dans la ruelle, cette femme était déjà pratiquement morte, parce que combattre un vampire seul est pratiquement impossible. Vous êtes confronté à une force, une vitesse et une agilité surhumaines, à une immunité contre la plupart des formes de blessures physiques et à une guérison rapide des plaies qui seraient mortelles pour les humains. De plus, il avait probablement des siècles d'expérience au combat, où il a vaincu des ennemis bien plus forts que vous, ce qui signifie que vous n'êtes qu'une victime de plus sur une très longue liste. À moins que vous ne vous souveniez que vous devez riposter. Les vampires sont peut-être immortels, mais vous pouvez quand même les vaincre si vous avez la bonne stratégie. Tout d'abord, nous savons qu'un pieu en bois enfoncé dans le cœur est un moyen sûr de tuer un vampire. Il lui suffirait de trouver des débris dans la ruelle ou même une décoration du défilé, et elle disposerait d'une arme redoutable qui pourrait porter un coup fatal si elle avait de la chance. Si vous voulez vraiment en finir, le mieux est de lui couper la tête et de brûler le corps. Mais il faut d'abord arriver jusque-là, et personnellement, je pense qu'il vaut mieux éviter le combat. Enfin, rappelez-vous, les vampires doivent être invités à entrer dans les bâtiments. Donc si elle s'était réfugiée dans un des magasins à proximité, il n'aurait même pas pu la suivre à l'intérieur, et elle aurait été en sécurité pendant que lui serait parti chercher une autre victime. L'autre option aurait été de continuer à courir quand elle s'est échappée et d'espérer le semer dans la foule. Mais bon, à présent, j'imagine qu'il va falloir attendre de voir si la prochaine victime du vampire s'en sortira mieux. Macy conduit ses amis sur un chemin qui s'enfonce dans les bois et passe à travers une grille avant de se retrouver au bord d'une carrière abandonnée. Elle se tourne vers les autres et leur explique qu'ils sont là pour rendre hommage aux esprits. Mais avant ça, il est temps de raconter une autre histoire effrayante. Il y a 30 ans, le jour d'Halloween, un bus rempli d'enfants rentrait de l'école, mais aucun d'entre eux n'est jamais arrivé à la maison. Vous voyez, ces gamins n'arrêtaient pas de faire des bêtises. Alors un jour, tous leurs parents se sont réunis et ont décidé de mettre un plan au point. Au lieu de les ramener chez eux, le chauffeur de bus a quitté son itinéraire habituel et les a conduits jusqu'à la carrière ici, à la lisière de la ville. Il se trouve que les parents l'avaient payé pour régler leurs petits problèmes, mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Alors que le chauffeur s'assurait que tout le monde était bien attaché, un des enfants a réussi à se libérer et s'est précipité vers le volant pour essayer de rentrer chez lui. Quelqu'un a fait trébucher le chauffeur avant qu'il ne puisse les arrêter, et Dracula a appuyé sur l'accélérateur, précipitant tout le bus dans le vide. Alors qu'ils s'enfonçaient sous l'eau, seuls leurs masques d'Halloween ont refait surface. Le bus n'a jamais été retrouvé, et le chauffeur n'a jamais été revu. Sarah pense qu'il s'agit probablement d'une simple légende, mais Macy lui conseille de ne pas en être si sûre. C'est pour cette raison qu'ils ont rassemblé des lanternes citrouilles pour les laisser en offrande à chacune des 8 victimes. Macy prend les citrouilles et les guide vers un vieil ascenseur qui les emmènera dans la carrière. Mais celui-ci n'est assez grand que pour 3 personnes, ce qui signifie que Rhonda et Chip devront attendre le prochain voyage. Pendant qu'ils attendent, ils entendent un hurlement terrifiant provenant des profondeurs de la forêt, et Rhonda suppose qu'il s'agit d'une meute de loups-garous. L'ascenseur remonte et les deux montent à bord, plutôt nerveux. Pendant la descente, ils aperçoivent les autres qui les attendent dans la brume, mais avant qu'ils puissent les rejoindre, quelque chose se produit. Tout à coup, leurs amis se mettent à crier et toutes leurs lanternes s'éteignent les unes après les autres. Le pirate panique et tente de faire remonter l'ascenseur, mais il est trop tard et ils ne peuvent rien faire d'autre que de descendre jusqu'en bas. Ils essaient d'appeler leurs amis, mais vu que personne ne répond, Rhonda décide de partir à leur recherche. Laissant Chip dans l'ascenseur, elle part en suivant les traces des autres. Au cœur du brouillard, la jeune fille finit par arriver au bord d'un lac aux eaux troubles, et elle aperçoit le bus scolaire accidenté qui émerge de l'eau, prouvant que l'histoire était vraie. C'est alors qu'elle remarque le masque de son ami flotter dans l'eau. Mais alors qu'elle se penche pour vérifier, un des enfants zombifiés l'attrape tout à coup par la jambe et la tire vers le fond, tandis que d'autres commencent à se rapprocher. Terrifiée, la jeune fille se libère et court vers l'ascenseur, mais elle découvre que les zombies sont déjà en train de dévorer Chip vivant. Elle trébuche, fait tomber ses lunettes et se retrouve acculée contre les rochers. Mais elle glisse et se cogne la tête contre un petit rebord, ce qui lui fait perdre connaissance. Les zombies se rassemblent autour d'elle, mais au lieu de la manger, ils semblent plutôt inquiets. Rhonda se réveille quelques instants plus tard et voit l'un d'eux debout au-dessus d'elle. Elle lui donne un coup de poing dans la tête et tente de ramper pour s'éloigner. Mais c'est alors qu'elle se rend compte qu'il s'agissait seulement de ses amis qui lui faisaient une blague. Contrairement aux autres, Shredder se sent vraiment mal pour ce qu'ils ont fait et il s'excuse auprès de Rhonda pour l'avoir intimidée. Mais il est maintenant temps pour les autres d'apprendre leur leçon. Lorsqu'ils retournent chercher leurs affaires, Macy jette la dernière citrouille dans l'eau. Et c'est alors qu'ils commencent à entendre des voix provenant de quelque part dans le brouillard. Quand ils les entendent crier, Shredder va voir ce qui se passe, laissant Rhonda derrière lui près de l'ascenseur. Il finit par tomber nez à nez avec Macy qui lui dit d'une voix paniquée qu'ils doivent partir. Tout à coup,
ils remarquent quelque chose qui s'approche d'eux dans l'obscurité. Ce sont les vrais zombies de l'histoire de Macy, et ils viennent pour dévorer leur chair. Ok, bon je crois que la blague est beaucoup moins drôle d'un coup, hein? Je sais. Pourquoi ne pas avoir essayé de dire aux zombies que c'était juste un prank, les gars, et voir comment vous vous en sortiriez? La plus grosse erreur de Rhonda, c'est d'avoir fait confiance à ces gamins au départ. Tout le monde sait que lorsque les enfants populaires veulent subitement passer du temps avec vous, c'est forcément un piège, en particulier si c'est le soir d'Halloween. Au premier abord, on pourrait penser que les zombies sont revenus pour donner une leçon à ces voyous. Et vous auriez raison, mais pas pour les raisons que vous croyez. N'oubliez pas, Halloween, ce n'est pas seulement des bonbons, c'est aussi des mauvais tours. Ce n'est pas le canular fait à Rhonda qui les a mis en colère, mais peut-être plutôt lorsque Macy a détruit la citrouille lanterne parce qu'elle a clairement manqué de respect aux traditions de cette fête. Ces jeunes sont assurément dans une situation difficile, mais ils pourraient encore avoir une chance de survivre s'ils commencent à prendre les bonnes décisions. Tout d'abord, nous devons comprendre à quoi nous avons affaire, d'accord? Les zombies sont terrifiants, mais ils sont aussi parmi les créatures surnaturelles les plus faciles à éliminer. Si ce sont des sprinters, alors vous êtes mal barrés, mais on dirait plutôt des chambleurs ici, qui sont beaucoup plus faciles à gérer. La plus grande menace que représentent les chambleurs vient de leur nombre impressionnant, mais dans ce cas précis, nous n'avons affaire qu'à 8 d'entre eux. Certes, ça signifie que les enfants sont toujours en infériorité numérique, mais leurs chances de survie sont bien meilleures que s'il y en avait des dizaines. Les enfants sont rapides et ils peuvent travailler ensemble, donc s'ils parviennent à retourner à l'ascenseur, ils pourront distancer les zombies. Voici donc ce qu'ils doivent faire. C'est le moment idéal pour utiliser la technique de l'ami sacrificiel que nous avons abordée dans notre vidéo sur Pablo Escobar. Chaque fois que vous faites quelque chose de dangereux, vous devez toujours avoir une personne dans le groupe qui servira d'ami sacrificiel si quelque chose tourne mal. Nous savons que les zombies ont un appétit insatiable pour la chair humaine, mais une fois qu'ils en ont, ils sont tellement distraits par leur repas qu'ils en oublient tout le reste, ce qui offre aux autres une occasion parfaite de s'échapper. Le petit pirate semble être le maillon faible, donc malheureusement, c'est lui qui va devoir être éliminé. Je le pousserai tout de suite dans la trajectoire des zombies, ce qui nous permettrait de nous enfuir pendant qu'ils seront distraits. Pour sortir de la carrière, j'utiliserai les obstacles naturels autour de moi pour leur compliquer la tâche, et je grimperai dans des endroits où ils ne pourraient pas m'atteindre si je me faisais encercler. Ils devraient aussi chercher tout ce qui pourrait servir d'arme, que ce soit de vieux outils ou même juste un caillou. En cas d'attaque de zombies, il faut rester hors de leur zone de morsure et viser la tête pour les achever. C'est une situation dangereuse, mais en utilisant leur vitesse et leur agilité à leur avantage, ces gamins pourraient mener les zombies en bateau comme s'ils jouaient à Black Ops. Et puis, dès qu'ils en auront l'occasion, ils devront se précipiter vers l'ascenseur pour remonter en lieu sûr. Terrifiés, les membres du groupe courent aussi vite qu'ils le peuvent vers l'ascenseur. Sarah commence à prendre du retard, et lorsque les chaînes de son costume se coincent accidentellement, les zombies l'entraînent vers une mort certaine, ce qui fait 5 victimes, et il en reste 5. Les autres parviennent à atteindre l'ascenseur, mais cette fois-ci, il a été verrouillé par Rhonda, et il ne reste que quelques secondes avant que les zombies ne les rattrapent. Elle se penche, récupère la clé, et fait mine de les laisser entrer. Mais elle change d'avis à la dernière seconde et appuie sur le bouton, leur faisant au passage un signe d'adieu alors qu'elle les abandonne à leur sort. Au moment où elle sort de l'ascenseur, la jeune fille peut entendre leurs cris alors qu'ils sont mis en pièces, et elle croise notre petit copain Sam, qui lui lance un regard approbateur avant que tous deux ne reprennent leur chemin respectif. Ça fait donc 8 victimes, et il en reste 2. Il est temps à présent de prendre des nouvelles de notre petit chaperon rouge, pour voir si elle a réussi à se trouver un partenaire. Alors que ses amis partent pour la fête, Laurie reste au défilé en quête d'un célibataire qui lui convienne pour l'accompagner. Jusqu'à présent, ça ne se présente pas très bien, et pour aggraver les choses, elle ne se doute pas que le vampire observe chacun de ses mouvements. Quand sa sœur l'appelle pour savoir où elle est, elle remarque qu'il la regarde depuis l'autre côté de la rue, mais il disparaît rapidement dans la foule. Elle n'y prête pas attention et part à contre-cœur rejoindre un autre garçon que sa sœur a trouvé à la fête. Et elle emprunte le sentier qui mène à la forêt sans se rendre compte qu'elle est suivie. Dès qu'elle est trop loin pour appeler à l'aide, elle commence à entendre des bruits provenant de quelque part dans les bois. Frustrée, elle crie qu'elle n'a pas envie de jouer et elle dit à la personne qui se cache là de se montrer. Au début, il semble qu'il n'y ait personne. Mais quand elle se retourne, elle est horrifiée de voir le vampire debout au milieu du chemin, juste devant elle. Le monstre l'attaque avant même qu'elle ait le temps de réagir, la plaquant contre un arbre et enfonçant ses crocs dans son cou. À la fête, Danielle commence à s'inquiéter lorsqu'elle entend un cri et voit un corps vêtu du costume de sa sœur tomber brusquement des arbres. La jeune fille court voir ce qui se passe, mais au lieu de Laurie, c'est le vampire qui se trouve à l'intérieur et il les supplie de l'aider. À ce moment-là, Laurie sort des bois et sa sœur lui demande pourquoi elle a mis autant de temps.
Elle ne semble pas trop inquiète de la situation avec le vampire. Et pendant que les sœurs discutent, leur ami se penche et enlève son masque et ses fausses dents, révélant qu'il s'agissait en fait du directeur depuis le début. En observant autour de lui, Wilkins réalise tout à coup qu'il est complètement entouré de cadavres. Pris de panique, il essaie de se lever et de s'enfuir, mais il se rend compte que sa jambe est complètement détruite. Il s'avère que lorsque ses filles ont dit qu'elles cherchaient de la chair fraîche, elles le pensaient au sens littéral. Et maintenant, la vraie fête peut enfin commencer. Tandis que la reprise de Sweet Dreams de Marilyn Manson retentit en fond sonore, toutes les filles commencent à retirer leurs costumes, puis elles se mettent à arracher des lambeaux de leur propre peau. Partout autour du feu de joie, les filles se transforment en une meute de loups-garous terrifiants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Laurie, toujours sous forme humaine, qui se tient au-dessus du corps de sa victime. De longues canines apparaissent alors. Elle se jette sur l'homme pour lui mordre le cou, et les autres hurlent alors qu'elle commet son premier meurtre, ce qui fait 9 victimes, et il n'en reste plus qu'une. Même le petit Sam est là pour regarder, mais il est temps maintenant de revenir à quelqu'un que vous avez peut-être déjà oublié. Ok, bon sang, je crois que cette fois, le directeur Wilkins a voulu mordre une proie qui avait plus de mordants que lui. Au moins, la ville est désormais en sécurité, en quelque sorte. Mais j'ai une dernière chose à dire à notre faux vampire. Monsieur Wilkins, vous avez merdé. Ce type était en pleine frénésie meurtrière. Il a commencé la soirée avec quelqu'un que nous n'avons même pas vu, puis il s'en est pris à Charlie, et il a même distribué des friandises empoisonnées à tous les petits gourmands venus sonner à sa porte. Ensuite, dès qu'il a couché son fils, il est retourné dans les rues pour se livrer à son numéro de Dracula sur d'autres victimes sans méfiance. Mais je me dois te poser la question. C'était quoi exactement le plan ici? Vous comptiez tuer tout le monde en ville tout en laissant derrière vous autant de preuves que possible, en espérant ne pas vous faire prendre? Vous pensiez probablement que vous pouviez tout vous permettre étant donné que c'était Halloween. Mais tout a basculé quand vous avez décidé de vous en prendre à Laurie. Elle pouvait sembler être une proie facile. Mais réfléchissez un peu. Marcher seule dans les bois, déguisée en petit chaperon rouge le soir d'Halloween? Personne ne serait aussi stupide. Soit elle avait un flingue dans son panier de pique-nique, soit c'était quelque chose d'encore pire. Et je crois que vous venez de le découvrir à vos dépens. Je parie que vous n'auriez jamais pensé que Laurie serait une femme garou quand vous l'avez choisie comme prochaine victime. Mais quand vous vous êtes rendu compte de votre erreur, vous étiez pour ainsi dire déjà mort. Alors éclatez-vous bien à donner des heures de colle le samedi en enfer, parce que Monsieur Wilkins, vous avez merdé. Bon, je détesterais donner des conseils à un type comme Wilkins. Cependant, comment pourrions-nous survivre si nous nous retrouvions dans la même situation que lui? Tout comme les vampires, nous avons affaire à une force, une vitesse, une agilité, une capacité de guérison rapide et des sens aiguisés pour traquer leur proie qui relève du surnaturel. Une fois leur transformation achevée, Wilkins n'avait plus aucune chance, mais la clé était d'agir avant qu'elle ne se transforme complètement en loup. Le meilleur choix consiste évidemment à essayer de s'enfuir sans se battre. Nous pouvons voir qu'au moins une des filles porte un costume de nounours géant qui cache complètement son identité. Il serait donc possible, si nous trouvions un costume similaire sur un décor, de l'enfiler rapidement pendant qu'elles sont distraites, puis de nous enfuir en douce alors qu'elles nous prendront pour l'une des leurs. Sinon, toujours avant qu'elle ne commence à se transformer, nous devrions bondir et attraper un bâton dans le feu. Les loups-garous, comme la plupart des autres créatures surnaturelles, peuvent être blessés par le feu. Nous allons donc utiliser une torche pour nous défendre pendant notre fuite. Le processus de transformation prend à peine 1 minute, mais nous devrions pouvoir prendre une bonne longueur d'avance tant qu'elles seront encore sous forme humaine. En chemin, je prendrai un morceau du corps d'une des autres victimes, parce que nous pourrions utiliser cette viande fraîche pour faire diversion si les loups se mettaient à nous poursuivre. J'essaierai également de traverser un cours d'eau si j'en avais l'occasion, afin que les loups perdent ma trace. Puis, je courrai directement vers la ville, où je disposerai de nombreux boucliers de viande pour assurer ma sécurité. Bien entendu, le directeur aurait eu beaucoup de mal à accomplir tout ça avec une jambe cassée. Mais c'est pas grave, parce qu'il l'avait bien cherché au départ. Un des clowns frappe à la porte, mais lorsqu'elle s'ouvre enfin, il n'y a rien d'autre que l'obscurité totale de l'autre côté. Tout à coup, un monstre terrifiant aux yeux jaunes apparaît dans l'ombre et se met à avancer en grognant vers eux, chassant les enfants hors de la propriété. Il se précipite vers le portail sans se retourner, mais en réalité, il n'y avait aucun monstre. Il s'agissait simplement du vieux Krieg et de son petit chien méchant. Après avoir volé leurs bonbons, Krieg rentre chez lui et se remet à une tâche très importante, brûler un tas de vieilles photos dans la cheminée. À ce moment-là, quelqu'un jette un œuf sur la fenêtre et se précipite vers le côté de la maison. Le vieux Krieg attrape alors une batte de baseball et se prépare à défendre ses intérêts. Au moment où il va voir ce qui se passe, il entend du bruit provenant du jardin du voisin.
mais ce n'est que le directeur Wilkins qui travaille sur sa fosse septique. Il retourne à l'intérieur et recommence à verrouiller tous les entrebâilleurs à chaînette de la porte. Mais le chien recommence à aboyer à l'avant de la maison cette fois. Furieux, il se précipite dehors, prêt à frapper qui que ce soit. Mais il constate que son jardin est envahi par une quantité incroyable de citrouilles souriantes. Puis, il entend d'autres bruits à l'intérieur et voit la chatière basculer, avec le chien qui s'agite comme un fou à propos de quelque chose à l'étage. Il retourne vers la cheminée, attrape un fusil à double canon accroché au mur et met quelques cartouches supplémentaires dans son peignoir, prêt à tirer sans hésiter sur cet intrus. Il gravit les marches une à une et se rapproche de plus en plus de la chambre, persuadé qu'il peut entendre quelque chose qui l'attend de l'autre côté. Il pousse la porte et découvre une pièce qui semble vide, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose sur le lit. Mais lorsqu'il soulève les draps, il se rend compte qu'il s'agit simplement d'une main animatronique provenant d'une décoration d'Halloween. Tout à coup, une citrouille dans le coin de la pièce s'enflamme et il voit que les murs sont couverts d'étranges messages écrits avec du sang. Alors qu'il est distrait, quelqu'un tend la main dessous le lit et lui entaille brutalement l'arrière de la jambe. C'est Sam! Et alors qu'il sort en silence de derrière le lit, il déballe lentement une barre chocolatée fraîchement mordillée, dévoilant une lame de cutter ensanglantée cachée à l'intérieur. Krieg saisit son fusil et tire un coup de feu, mais il rate sa cible et touche la citrouille à la place. Pendant un instant, il semble que le gamin ait disparu. Alors il se relève et titube vers l'escalier. Mais il trébuche et tombe directement sur un tas de bonbons, de lames et de verres brisés. Les mains tailladées, il peut à peine utiliser ses doigts pour ouvrir la porte. Et pendant qu'il s'efforce de déverrouiller toutes les chaînettes, Sam traverse le plafond à quatre pattes et se laisse tomber comme un singe araignée, atterrissant directement sur les épaules du vieil homme. Ils continuent à se battre tous les deux jusqu'à ce que Krieg plaque le garçon épouvantail contre le mur et l'assomme suffisamment longtemps pour pouvoir ramper jusqu'à la fenêtre. Il essaie d'appeler le directeur à l'aide, mais celui-ci l'ignore et entre dans sa maison, le laissant se débrouiller seul alors que Sam se jette sur lui pour le deuxième round. Cette fois, le vieil homme arrache une partie de son masque pendant qu'il est au sol, ce qui révèle qu'il s'agit en fait d'une sorte de squelette coiffé d'une citrouille de jute. À la fois mignon et terriblement effrayant. Ok, vous savez quoi? Après avoir enfin pu voir Sam, je commence à penser qu'il n'est peut-être pas si mauvais que ça finalement. Au moins, il ne s'en prend qu'aux gens qu'il mérite. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour le vieux Krieg, parce qu'il vient de transgresser une des traditions les plus importantes d'Halloween. La plus grosse erreur de ce type a été de ne pas distribuer de bonbons aux enfants qui venaient sonner à sa porte. Une tradition qui remonte à l'Antiquité, lorsque les gens laissaient de la nourriture et des sucreries pour apaiser les esprits maléfiques. C'est ce qui a attiré l'attention de Sam, et à partir de ce moment, il a décidé de faire de Krieg sa prochaine victime. Lorsque toutes ces citrouilles lanternes sont soudainement apparues dans son jardin, c'était le signe qu'il devait fuir pour sauver sa vie. Mais il est tombé droit dans le piège alors que Sam continuait à l'attirer dans différentes parties de la maison. Dès qu'il a vu les inscriptions sur les murs de la chambre, il aurait dû s'attendre à une embuscade à tout moment, et ça lui aurait peut-être évité de se faire lacérer la jambe. Bon, Sam n'est pas du même genre que les zombies, les loups-garous et les faux vampires qu'on a vus avant. Mais vu ses capacités et ses actions, on peut raisonnablement supposer que c'est une sorte d'entité démoniaque qui agit comme l'esprit vengeur d'Halloween lui-même. En temps normal, ce serait une situation sans issue. Mais Krieg a un fusil et il sait s'en servir. Et on a vu dans Evil Dead que c'est un truc efficace pour tuer les démons. Il est dans une situation assez difficile maintenant que Sam est sur le point de le poignarder dans les reins. Donc, c'est le moment d'arrêter de se retenir et d'utiliser les techniques de lutte qu'il a apprises à la guerre. Tout d'abord, nous devons contrôler le bras muni de la lame de cutter et essayer de le désarmer en lui claquant la main contre le sol jusqu'à ce qu'il la lâche. Puis, Krieg devrait essayer de le désarçonner avec une autre prise de judo en le projetant aussi loin que possible dans la pièce afin de créer un maximum d'espace. Oui, il a besoin d'espace pour atteindre son fusil, puisque c'est son arme la plus dévastatrice. Mais même s'il parvient à tirer, on ne peut pas considérer que le combat est terminé. Étant donné la propriété surnaturelle de Sam, il est certain à 100% qu'il possède des pouvoirs de régénération. Ce qui signifie que si vous voulez le tuer, vous devez vraiment le tuer. Utilisez toutes les armes à votre disposition pour détruire complètement sa tête, puis brûlez son corps jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien pour achever le travail. Cela dit, il est important de se rappeler que suivre les traditions d'Halloween est le moyen le plus simple de se débarrasser de Sam. Et nous verrons dans un instant comment ça va se passer pour Krieg. La créature arrache un morceau de la jambe blessée de Krieg, mais lorsqu'elle lève les yeux, elle se retrouve face aux deux canons du fusil de l'homme. Le souffle projette Sam à travers la pièce jusqu'à ce qu'il percute le mur, mais le vieil homme n'en a pas encore fini avec lui. Il se relève, recharge son arme et tire 2 autres coups dans sa direction, pensant que ça devrait suffire pour en finir.
Il attrape son téléphone et tente d'appeler les secours, mais avant qu'il ne puisse parler à la police, la ligne est coupée. Lorsqu'il revient sur ses pas, il voit que Sam est toujours là où il l'avait laissé, mais c'est à ce moment-là que la main coupée de la créature le frappe en plein dans le pied. Le vieil homme hurle de douleur et repousse la chose à travers la pièce, mais il se relève rapidement et se précipite dans l'ombre. Pire encore, il n'a plus aucune munition. Et de l'autre côté de la pièce, Sam se réveille brusquement alors que sa main se rattache comme par magie à son corps. À présent, le vieil homme est trop blessé pour pouvoir fuir ou se défendre, et Sam remet lentement son masque tout en se levant et en prenant une sucette dans son sac, qu'il mord pour en rendre les bords tranchants comme des lames de rasoir. Il prend son temps pour se rapprocher, et le vieil homme attrape le petit panier posé sur la table comme dernière ligne de défense. Dès que Sam s'approche, il brise une bouteille et la brandit comme un couteau. Mais la créature attrape son bras et le tord pour l'écarter, avant de lever la sucette au-dessus de sa tête. Le tueur lui assène un coup droit dans la poitrine, mais par chance, une barre chocolatée atterrit pile au bon endroit. Et comme il a finalement respecté la tradition d'Halloween, ça signifie que le conflit entre Sam et le vieil homme est terminé. Sans dire un mot, il se retourne silencieusement et sort par la porte d'entrée, laissant le vieil homme blessé mais vivant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En nous approchant de la cheminée, nous pouvons enfin voir les photos. Et il se trouve que Krieg était bien plus qu'un simple baby-boomer grincheux. C'était le chauffeur de bus qui avait conduit les enfants à la carrière il y a toutes ces années. Et rappelez-vous que Sam n'est pas la seule créature surnaturelle à vivre dans cette ville. Quelque temps plus tard, Krieg entend frapper à sa porte. Ce sont les 3 petits cochons qui cherchent des bonbons. Et maintenant qu'il a changé d'attitude, il leur donne toutes les friandises qu'il peut trouver. On dirait que Scrooge a enfin embrassé l'esprit d'Halloween. Et lorsqu'il regarde à l'extérieur, il voit le petit Sam effrayant tourner son attention vers un robot en colère qui a besoin d'une leçon. Pensant que tout est fini, il rentre chez lui et s'apprête à se rasseoir. Mais juste au moment où il s'apprête à pousser un soupir de soulagement, il se rend compte que tous les enfants ne sont pas venus pour des friandises. Quand il ouvre la porte, il est horrifié de voir les 8 élèves zombies de la carrière, couverts de boue et de chair pourrie. Et l'histoire se termine lorsqu'ils le mettent en pièces sur le perron de sa maison, prouvant que dans cette ville, personne ne peut enfreindre les règles d'Halloween et survivre pour raconter leur histoire. Trick or Treat 2007. J'ai pris beaucoup de plaisir à couvrir cet épisode et j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je profite de ce moment à la fin de la vidéo pour vous souhaiter un super Halloween. Merci de nous avoir offert une année incroyable ici sur la chaîne Comment Battre. Et merci de nous regarder. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode et passez une excellente journée!